Doritos for the bold. Deliveroo présente les plats que vous aimez, frais et gourmands, grillés à point, pour remplir votre frigo, à partager et à ne surtout pas partager. Deliveroo, c'est tous les plats de vos restos livrés chez vous. On se fait un Deliveroo? Le nettoyeur vapeur Vileda sera votre allié pour un nettoyage en profondeur. Prêt à l'emploi en seulement 15 secondes, il élimine les traces, désinfecte et tue 99,9% des bactéries. Il s'adapte à tout type de sol et sa tête triangulaire est idéale pour tous les endroits difficiles d'accès. Nettoyeur vapeur Vileda, 59,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Chez Lay's, nous respectons le savoir-faire agricole français et les recettes d'origine. C'est ça la recette d'un moment authentique. Lay's, authentiquement nous. Ce lave-vaisselle a connu 1200 assiettes. 80, c'est à toi de le vider. Et 80, j'ai déjà fait hier. Mais c'est parce qu'il fait toujours briller la vaisselle que Sarah et son fils ont trouvé un acheteur sur Le Bon Coin. Téléchargez l'appli. Les cybermenaces vous inquiètent? Utilisez NordVPN, une solution de cybersécurité facile à utiliser et améliorez votre sécurité numérique. Profitez des meilleurs prix. Cet été, vous avez transpiré. Alors ce n'est pas le moment de s'arrêter. Jusqu'au 30 septembre chez l'Orange Bleu, vous avez un mois pour tout tester. L'Orange Bleu, mon coach fitness. Ah cool, les nouvelles tourtelles Twist bio. Avec 20% de jus de fruits en plus. Comment ils font si les bouteilles ont la même taille? Ah ouais? Tourtelle Twist bio plus de jus, la fraîcheur d'une tourtelle Twist avec encore plus de jus de fruits. On a dit encore plus! Eh oh, c'est pas Versailles ici, hein. C'est pas Versailles, oh, c'est la pub. Eh oh. Pas Versailles ici. Hop. C'est pas Versailles ici, la pub. Vous connaissez la pub? Mais c'est pas Hop. On est chaque jour un peu plus nombreux à faire des économies d'énergie. Avec Total Énergie, c'est simple. Une énergie jusqu'à 10% moins chère et des services pour réduire votre consommation. Allô, station orbitale ici la Terre, vous me recevez? Retour à la base, le poulet va refroidir. Roger, bien reçu. Laissez-vous transporter par la fibre Orange. Orange. Merci de nous retrouver pour le Grand Soir LCI. Des parties importantes que je vais vous présenter tout de suite. Dans cette première heure, nous nous intéresserons à la situation de l'Afghanistan. Nous évoquerons le cas des talibans. Nous évoquerons aussi le retour de ce deuxième avion apprêté par la France, des ressortissants français sur place et aussi d'Afghans. Nous aurons avec nos invités que je vous présente tout de suite l'occasion d'en débattre. Coralie Dubost, bonsoir. Députée LREM de l'Hérault. Notre spécialiste Vincent Hugeux qui nous éclaire depuis maintenant plusieurs jours sur cette question afghane, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Et puis Marion Parizet, secrétaire générale du think tank Le Millénaire. Là aussi, avec vous trois, nous pourrons disséquer comment fonctionnent ces talibans. Et puis aussi la question très importante, parce que la classe politique française est en train de prendre position, à chacun de son avis bien sûr, mais cette question centrale divise, la question des flux migratoires. J'en profite pour vous dire aussi qu'à 20h30, notre invité d'honneur dans le face-à-face sera Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine. Nous rentrons dans notre première page, ce débat consacré aux talibans. Je vous propose déjà ce sujet d'Arthur Jean. Présentation. Une communication rodée,
Conférences de presse, interventions médiatiques, discours pacifistes, les talibans veulent désormais gagner la confiance de la population. Il est temps d'évaluer et de prouver. Maintenant, nous devons montrer et essayer de découvrir comment nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité, le confort de vie et la satisfaction d'une vie paisible à l'avenir. Très présents aussi sur les réseaux sociaux comme Twitter, les talibans cherchent à incarner une nouvelle image, beaucoup plus apaisée et proche du peuple. Ont-ils changé pour autant? Non, selon ce spécialiste. Le projet reste fondamentalement, c'est le moment de le dire, le même, l'établissement d'un émirat islamique pur et parfait, dans leur esprit en tout cas, dans les frontières de l'Afghanistan, avec notamment un recours à une version extrêmement rigoriste de la charia, de la loi coranique, et des châtiments qui y sont associés. Un régime politique qui implique notamment crimes, exécutions et atteintes aux droits des femmes, comme lorsque les talibans dirigeaient le pays entre 1996 et 2001. La communauté internationale s'inquiète, surtout pour ces femmes, pas épargnées par les persécutions il y a 20 ans. Quel que soit le positionnement qu'on peut avoir sur faut-il discuter ou non avec les talibans, faut-il espérer quelque chose d'eux, une constatation, et ça c'est clair depuis maintenant beaucoup d'années, tout le monde parle avec les talibans quand il est question de l'Afghanistan. Et Coralie Dubost, le gouvernement français sera aussi obligé de passer par là. Écoutez, il y a plusieurs étapes. Déjà, la situation actuelle, qui à mon avis est une situation d'urgence et de crise. L'urgence à résoudre, c'est cette question du rapatriement qui est en train d'être mise en œuvre avec véritablement beaucoup de volonté et de force politique, comme l'a annoncé le président de la République, comme le mettent en œuvre nos ministres, Jean-Yves Le Drian, Gérald Darmanin, Madame Parly. Il y a véritablement une concertation très active sur ce sujet. Et ça, c'est le point de départ à résoudre avant d'entamer tout type de nouvelles relations diplomatiques. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'espoir ni d'ambiguïté sur le positionnement du gouvernement taliban. Oui, et pourtant, le Turkménistan a accueilli des talibans dernièrement pour évoquer un gros projet financier de gaz. La Chine associée au Pakistan ont besoin de l'accord de l'Afghanistan pour mener à bien un projet de plusieurs milliards. Et puis, ne l'oublions pas, les États-Unis, à Doha, ont discuté, c'était à l'époque de Donald Trump, ont discuté avec les talibans pour régler le départ des uns et des autres avec l'enjeu « on arrête le terrorisme ». Vincent Hugeux, tout le monde négocie. Bien, on ne fait jamais la paix qu'avec ses ennemis. C'est-à-dire que discuter ne veut pas dire systématiquement reconnaître. Le mantra hérité du gaullisme vu de Paris, c'est que la France n'a pas de relation avec les régimes, mais avec les pays. Et à partir de là, oui, le principe de réalité commande de discuter. Lorsque Joseph Borrell, donc le haut représentant de la diplomatie de l'Union européenne, dit « il va falloir discuter vite, car ils ont gagné la guerre », on peut trouver ça d'un cynisme abyssal, mais là encore, c'est la d'une réalité. réalité implacable. Je prends un exemple, mais très simple. Comment s'assurer du transfert tranquille des personnes appelées à être exfiltrées, par exemple de l'ambassade de France à l'aéroport? Comment ça s'est passé la nuit dernière? Il y a une dépêche AFP qui vient de tomber, Vincent, juste pour vous appuyer, où il est précisé que les forces françaises, alors ça représente 11 personnes du RAID, ont bien sûr été obligées de négocier cette exfiltration avec les talibans. Le corridor a été donc dessiné et il y a même des autocars qui, la nuit dernière, donc ont convoyé plusieurs dizaines de Français, d'Européens notamment, et d'Afghans d'ailleurs, sous escorte talibane pendant au moins une partie du trajet. Et là où vous aviez une cohue infernale la veille ou l'avant-veille, eh bien le trajet s'est passé sans encombre, sans entrave et même sans contrôle. Donc ne serait-ce que pour des questions très pragmatiques, très prosaïques, à un moment où il faut faire en sorte que la cadence des exfiltrations, car il n'y a pas que des ressortissants français. Vous savez que les Américains calculent aujourd'hui qu'en rythme de croisière, il devrait y avoir un avion par heure qui atterrit ou décolle sur l'aéroport de Kaboul, et ils espèrent arriver à 5 000 à 9 000 exfiltrations par jour à
dans la semaine qui vient. C'est vous dire le cauchemar logistique au-delà de la sécurisation de l'aéroport, qui est bien sûr l'obsession de toutes les forces spéciales qui s'y trouvent. Coralie Dubost vient d'évoquer le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Il a fait certaines déclarations. Je vous propose d'en prendre note, notamment celle-ci. J'ai demandé que les talibans démontrent par des actes qu'ils ont changé, comme ils le disent. À eux d'en faire la preuve. La France se tient aux côtés du peuple afghan. Alors oui, Marion Parizet, ça peut être critiqué, mais encore une fois, c'est la réalité. C'est la réalité, et au-delà de l'urgence que M. Hugeux a bien présenté, il y a les questions plus géopolitiques de plus long terme. Aujourd'hui, dans la région, comme on le voit, la Chine est déjà présente. La Chine a déjà décidé de maintenir des relations avec les talibans pour pouvoir avancer également ses propres pions dans la région, en se coupant dès aujourd'hui des talibans sans ouvrir de porte, quelle qu'elle soit. Jean-Yves Le Drian a pris des précautions dans ses prises de parole. Il a parlé de la mise en place d'un gouvernement inclusif qui est certes un peu ambitieux et peut-être un peu utopique à ce stade, mais en tout cas... en même temps, quand on parle de diplomatie, il y a des stratégies qui doivent aussi nous échapper. Et la question de montrer des actes plutôt que simplement les paroles va être extrêmement importante. On retrouve ces mots-là et les mêmes exactement dans la bouche de Boris Johnson cet après-midi également, qui a exactement pris la même position. Et c'est notre position la plus logique pour pouvoir rester dans le jeu au Moyen-Orient, enfin en Extrême-Orient, alors que nous avons au final peu de positionnement dans la zone et que la Chine est très présente, malgré nos partenaires, l'Inde qui est malgré tout assez proche. Alors la Chine, 76 km de frontières communes avec l'Afghanistan. Le projet dont je vous parlais, 60 milliards, association Chine et Pakistan. Le Pakistan qui est depuis des années au soutien des talibans. Donc quand on parle de 60 milliards, évidemment, plus le projet de la route de la soie de la Chine. Alors on voit bien, Coralie Dubost, qu'à travers tout cela, une nouvelle carte du monde, d'équilibre du monde est en train de se dessiner. On va pas revenir à l'époque de la guerre froide avec bloc Est-Ouest, mais quand même, ça y ressemble. Il y a un bloc là qui est en train de se constituer autour de l'Afghanistan. On a parlé des Chinois, des Russes, par exemple. Écoutez, il est certain que c'est une bascule et qu'il va falloir voir la façon dont la situation évolue, la façon dont les relations se nouent, se dénouent, se renouent, la façon dont la population aussi se saisit de la situation en Afghanistan. Ne les oublions pas, ils sont tout de même les premiers concernés. Nous avons déjà eu aujourd'hui des images de premières femmes qui viennent devant le gouvernement taliban, etc. Donc, il ne faut pas présumer de l'avenir tant qu'il n'est pas écrit. Il faut l'écrire petit à petit. Mais il est certain qu'une bascule a eu lieu. Et je vous avoue d'ailleurs, sur ce point, que j'ai été très surprise, pour ne pas dire pire, par les hussards de Twitter qui, dimanche, découvrant que Kaboul était tombé, s'offusquaient, s'indignaient soudainement de la situation à la fois géopolitique mondiale et du rapatriement à opérer en urgence, alors que cela fait des semaines, voire des mois, que ces opérations ont commencé, que le danger est là. Et cette situation d'émotion et de stress politique, elle était anticipée. L'État a tout mis en œuvre, la France a tout mis en œuvre pour rapatrier le plus possible à la fois de nos compatriotes, mais d'Afghans, en risque dans leur pays pour avoir défendu les valeurs que nous défendons également, que sont la liberté, la dignité. Ça évidemment, c'était un premier enjeu pour la France. Il y en aura un deuxième, peut-être d'autres. C'est pour ça que je ne dis pas second, parce qu'il y a ces enjeux diplomatiques. Et là, pour le coup, Jean-Yves Le Drian apparaît sur la scène médiatique. Il y avait eu un silence. Alors, c'était les vacances aussi. Mais on peut imaginer que là, c'est lui qui va avoir à porter ce dossier, bien sûr, avec Emmanuel Macron en vigilance. Bien évidemment. Sur cette question des talibans, Vincent Hugeux, vous les connaissez bien, vous êtes allé sur place. J'ai un peu essayé de comprendre le fonctionnement. On est en présence d'une mafia incroyable. C'est-à-dire que tout l'argent qui circule en Afghanistan ne peut échapper par taxe ou par vol, tout simplement, à ces talibans. Ils sont riches, ils sont puissants. Alors, une richesse qui quand même trouve ses limites aujourd'hui du fait de l'absence quasiment totale de contrôle qu'ils ont sur les réserves, notamment les réserves en devises du pays. On estime que 0,1 à 0,2% des avoirs de l'Afghanistan d'aujourd'hui se trouvent sur le territoire afghan. Et, ironie de l'histoire, l'essentiel des dites réserves se trouve aux États-Unis. Et les États-Unis a annoncé qu'ils les bloqueraient, ces réserves. En tout cas, on a là un instrument de pression. On s'est posé la question dès le début, quid de l'attitude plus ou moins harmonisée de la communauté internationale si
des exactions sont commises, des atrocités s'enchaînent. Et là, il est très clair qu'il y a un instrument. Alors, ils ont, si vous voulez, 4 sources de revenus prioritaires. Moi, je me souviens qu'à l'époque de leur première conquête, dans les années 90, ils avaient juré leur grand Dieu, si je puis me permettre, ce polythéisme très maladroit vis-à-vis d'eux. C'est passé, qu'ils allaient éradiquer la culture du pavot. Oui, c'était le Mollah Omar qui l'avait voulu, ça. Hein. Absolument. Bon, il y a... très vite, ils ont vu le manque à gagner. Le manque à gagner, et notamment le fait que des centaines de milliers d'emplois sont liés à cette culture, le pavot, l'opium, l'héroïne. Souvenons-nous que 80% de l'opium qui circule dans le globe vient d'Afghanistan. C'est la plaque tournante. Ouais. Ensuite, vous avez les extorsions. Simplement le commerçant à qui on dit, toi, on est dans une zone où tu as intérêt à faire du business, donc tu payes. Oui, c'est un peu Salus dans La Folie des Grandeurs, c'est-à-dire partout où il passe, il prend l'impôt. Hein. Ensuite, il y a des taxes, alors plus ou moins normatives, parfois un peu religieuses, c'est qu'il y a le concept... Oui, comme le zakat, par exemple. La zakat, qui est donc l'un des 5 vous dites piliers la de zakat, l'islam. d'accord. Ouais. Donc voilà, et puis donc il y a tous ces types de... extorsion, taxes, opium, etc. Maintenant, si l'on veut les faire plier sur tel ou tel aspect, on peut essayer de jouer de ce levier. Mais un point qui me paraît important par rapport à la question que vous évoquiez tout à l'heure, changement, pas changement. Je ne vais pas théoriser, je vais prendre 2 exemples qui viennent des 24 heures écoulées. Dans un cas, dans la ville de Herat, qui est une grande ville de l'Ouest, proche de la frontière iranienne, donc qui est réputée pour être, je dirais, plus ouverte et plus libérale, plus, je dirais, cosmopolite que d'autres. C'est la ville du chef de guerre Ismail Khan qui avait combattu. Des écoles ont fonctionné avec des filles qui portaient certes un voile et une tunique noire, voile blanc, etc. Bon. À côté de ça, à Bamiyan, ville connue pour la destruction désastreuse des fameux grands Bouddhas, il y a une statue en l'honneur d'un certain Mazari, qui est un personnage éminent de cette région, qui a été en partie détruite la nuit dernière. Donc, comment faire la synthèse entre des signaux aussi contradictoires? Et j'ajoute un dernier point, et je termine là-dessus, c'est que les talibans ne forment pas un corps homogène. Il y a eu des luttes de factions après la mort de Mansour, qui était le successeur du Mollah Omar, il y a quelques années. Et puis vous avez la parole de ceux qui n'ont pas cédé aux délices de Kapou Qatari, mais enfin qui quand même ont vécu dans les palaces, ont négocié avec des diplomates, etc., qui veulent rassurer, comme ça a été très bien expliqué dans le sujet tout à l'heure. Et puis vous avez le soudard de base, qui peut être animé par un sentiment de vengeance, parce que tel ou tel de ses cousins a été tué par les miliciens de Rachid Dostom, ouzbek, dans le nord du pays. C'est un peu comme pour partout dans le monde, il y a ceux qui ont voyagé, ceux qui ne voyagent pas, et ceux qui restent là-bas dans leurs montagnes et qui sont particulièrement privés de culture au sens intellectuel du terme. Il est difficile de se projeter. Marion Parizet, on vient d'avoir une information, le président Ghani est en discussion pour revenir au pays, en Afghanistan. On sent bien que tout le monde a compris qu'il fallait essayer de reprendre la main. Au-delà de cela, des obligations dont on a parlé, il y a ces messages forts. Qui sont les talibans? Ce sont des gens qui prônent la charia et qui, concernant le droit des femmes, par exemple, sont intransigeants. Donc là, il va falloir être vigilant sur le fond et la forme. Il va falloir être vigilant, mais surtout, les États-Unis, on a commencé à l'aborder, vont avoir un rôle à jouer important. Malgré tout, malgré leur retrait militaire qui était annoncé de longue date et sur lesquels Joe Biden ne pouvait pas faire recul, il faut être clair. La question était plutôt comment organiser le départ, qui là a clairement été loupé. Mais sur le départ a été inévitable. La question est comment ils vont utiliser leurs autres moyens, parce que les États-Unis, avec leurs mesures d'extraterritorialité, sont capables d'intervenir sur beaucoup de territoires à travers les questions des réserves qui ont commencé à être évoquées. Et ça va être un jeu parce que vis-à-vis de la Chine est déjà en train d'utiliser, d'instrumentaliser le cas afghan pour dire au monde entier, ou en tout cas à ses alliés potentiels, ou aux pays avec qui elle veut entretenir des relations, regardez, ce modèle-là ne marche pas, l'universalisme de nos valeurs ne marche pas, il faut travailler avec tout le monde. Et derrière, c'est aussi un message vis-à-vis des Américains qui a été porté immédiatement sur Taïwan, en menaçant directement. Il y a eu des exercices militaires qui se sont tenus dans les jours derniers pour menacer Taïwan, qui est
soutenu et protégé aujourd'hui encore pour les Américains, par les Américains. Alors aujourd'hui, la question pour les États-Unis va être d'être crédible en Afghanistan pour être crédible ailleurs et pour être capable d'équilibrer le jeu au niveau international. Bien sûr, tout cela est passionnant, peut se comprendre, chaque pays a ses intérêts et c'est un peu l'histoire du monde, ses conflits, ses rapports de force. Maintenant, au-delà de tout cela, il y a bien sûr ces histoires d'hommes et de femmes qui sont aujourd'hui dans une peur et dans une situation incomparable. La question des flux migratoires, évidemment, se pose. Quels doivent être les positionnements des uns et des autres? Peut-être pourrions-nous réentendre le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est exprimé sur le sujet. Il y a eu beaucoup de critiques de la part de l'opposition. Réécoutons le président Macron. Je ne vais pas faire une déclaration comme ça à la va-vite. Je me suis adressé hier solennellement aux Françaises et aux Français et j'ai répondu méthodiquement à chacun des points. J'invite chacun simplement à prendre la peine d'écouter en intégralité les, je crois, 11 minutes de déclaration que j'ai faites. Ils gagneront beaucoup de temps et je ne vais pas faire des commentaires sur des commentaires basés sur des dépêches tronquées. Je pense qu'on gagnera tous beaucoup d'énergie et de temps à ce que tous ceux qui passent leur journée à commenter prennent 11 minutes de leur temps pour écouter ce que j'ai dit. Oui, évidemment, il lui était posé la question de sa déclaration la veille où, en substance, il était rappelé que la France ne pouvait pas accueillir l'ensemble des demandeurs, la France et l'Union européenne. Réponse compulsée aujourd'hui par nos équipes de certains maires écologistes, Grenoble, Clermont-Ferrand, écoutez-les. La réponse d'Emmanuel Macron face au drame afghan est une honte pour la France. Nous devons sauver un maximum de vies, comme le demande Amnesty International. Grenoble, comme d'autres communes, est prête à accueillir aujourd'hui, est prête à accueillir pour sauver le maximum de vies. C'est une tradition dans la ville de Clermont-Ferrand. Avec la fondation Daniel Mitterrand en 88, on avait accueilli des Kurdes qui sont aujourd'hui extrêmement intégrés dans notre cité. On a eu ensuite des Syriens, une dizaine au moment de la guerre en Syrie. Donc nous, on est toujours évidemment dans cette tradition d'accueil, de solidarité, de fraternité internationale vis-à-vis des réfugiés. Coralie Dubost. C'est une affaire de maire, l'immigration, parce qu'on peut accueillir un certain nombre de migrants dans sa ville. On imagine, comme tout le monde, que ces migrants peuvent aussi déménager. Donc, bon, on peut pousser la situation à son paroxysme, mais c'est pas une histoire de maire, l'immigration. Écoutez, quand j'entends Éric Piolle dire que Macron est une honte pour la France dans ce rapatriement qui est organisé quand même et depuis de fort longues semaines, je trouve surtout qu'Éric Piolle incarne la honte du socialisme pour cette nouvelle gauche de salon qui fait des commentaires sans manifestement mesurer la réalité de la situation. Le discours du président de la République, il est très clair. Il indique qu'actuellement, la France protège et continuera de protéger tous ceux qui en ont besoin. Les propos ont été extrêmement clairs du président de la République. Il n'y a pas de mise en cause du droit d'asile. Le droit d'asile continuera de fonctionner de la même façon. Ce qu'a ajouté le président de la République, et qui, à mon sens, était indispensable et qui permet de tirer les enseignements de 2015, c'est qu'évidemment, la réponse, elle doit être organisée, coordonnée à l'échelle européenne. Nous avons des partenaires européens. Souvenons-nous de ce qu'il s'est passé en 2015. Est-ce que nous avons véritablement besoin qu'un État membre, un autre État, un État partenaire, s'effondre sous une pression migratoire et que nous reconnaissions de grandes difficultés et que ces personnes en difficulté en Afghanistan, sur des réseaux organisés de façon illégale, dans lesquels ils sont abusés, est-ce que c'est la solution? Évidemment que non. Donc il faut être proactif, il faut anticiper, coordonner, et c'est la responsabilité du chef de l'État. Je trouve véritablement que ces réactions qui sont très politiciennes, ça me semble improbable qu'ils ne comprennent pas la situation, ne sont pas au niveau et ont une forme d'indécence vis-à-vis de la gravité de la situation. Le point de vue, Laurent Jacobelli pour le Rassemblement national. L'idée n'est pas d'avoir une politique inhumaine, entendons-nous bien. L'idée est d'avoir une politique juste. Pourquoi, dans un pays, nous accueillerions tous ceux qui ne sont pas, qui ne veulent pas rester dans le pays? Ce n'est pas possible. Il y a deux procédés. Soit les gens restent sur place pour combattre, c'est finalement l'attitude la plus normale et la plus saine. Soit ils demandent l'asile politique à des pays, mais ils le font dans des pays voisins. Nous n'avons pas à le faire ici, et ils font la demande à des pays qui leur sont proches par la langue, proches par la culture. Mais je le répète, la France n'a pas à accueillir tous les Afghans qui ne peuvent pas rester en Afghanistan. Marion Parizet, quand je vous ai posé la question tout à l'heure du rapport de force autour des talibans, vous avez rappelé que finalement chaque pays allait pour y tirer son épingle du jeu.
en politique intérieure, chaque parti va sur la question du flux migratoire pour y tirer son épingle du jeu. Oui, non, et tout à fait. On est dans un cas particulièrement marquant parce qu'il ne me semble pas, et Madame, vous l'avez confirmé, l'intention du président de la République n'est pas de dire que nous n'allons pas accueillir les personnes vulnérables, elle n'est pas de dire que nous n'allons pas accueillir les personnes qui nous ont aidés au cours des dernières années en Afghanistan. Elle est de dire, pensons au-delà de l'émotion immédiate, ayons un regard aujourd'hui pour sauver ceux qui sont dans le besoin d'être sauvés, et pensons aussi plus largement aux questions migratoires qui ont un impact direct et durable sur nos économies, sur notre façon de fonctionner au niveau européen. Et on retrouve cette préoccupation chez nos partenaires également. On la retrouve en Allemagne, on la retrouve au Royaume-Uni. Je vous propose d'écouter Angela Merkel. Voilà, c'était parfait. prévu. Bravo pour le lancement. On y revient tout de suite. Bevor man über Kontingente spricht, muss man erstmal über sichere Möglichkeiten für Flüchtlinge in der Nachbarschaft von Afghanistan reden. Das werde ich auch mit dem UNHCR tun. Und dann kann man in einem zweiten Schritt darüber nachdenken, ob besonders betroffene Personen kontrolliert und auch unterstützt nach Europa und in die europäischen Länder kommen. C'est un moment historique, un moment clé de l'histoire de l'humanité que nous vivons en ce moment. Vincent Hugeux, l'Union européenne, une nouvelle fois, doit marquer son territoire dans cette crise. L'un des enjeux prioritaires est d'harmoniser la posture des puissances occidentales, ne serait-ce qu'à l'échelon du G7. Et on sent déjà, par exemple, que la posture canadienne est assez éloignée de celle que l'on professe. Ils ont dit non, Europe. pas de discussion avec les talibans. Si Emmanuel Macron a éprouvé le besoin, dans l'heure qui a suivi son allocution, de rectifier un peu le tir via, sauf erreur, 1 ou 2 tweets, on me corrigera si je m'égare, c'est sans doute qu'il a quand même compris qu'en termes d'expression, de choix des mots, il y avait à minima une maladresse. L'expression consistant à dire se protéger des flux irréguliers à ce moment-là a pu être perçue c'est comme pas nous qui avons le plus besoin de protection bon. Au moment où on parle. Oui. Cela posé, moi je m'aventure rarement dans le marigot de politique intérieure, ça n'est pas mon arène. Mais quand même, mon sens naturel de la dérision est assez stimulé quand j'entends des personnages qui seraient incapables de placer l'Afghanistan sur une map monde, qui pensent sans doute, à les entendre, que hier, l'Afghanistan, c'était à mi-chemin entre la Suisse romande et la Norvège, qui seraient très surpris d'apprendre que le nom officiel de l'Afghanistan, depuis la chute du régime pro-soviétique, c'est l'État islamique d'Afghanistan, etc., nous faire des leçons. Et surtout, ces gens qui, à l'extrême droite du spectre politique, adorent les femmes musulmanes, afghanes ou pas, quand elles sont très loin de notre territoire. Donc, je veux dire, ça veut dire quoi tout ça? C'est que de mon point de vue, ce sont des actes qui relèvent d'une pré-campagne électorale, d'une forme d'instrumentalisation, de démago-populisme dont on connaît les ravages, et donc ça n'appelle pas davantage de commentaires. Je trouve que ça fait beaucoup d'honneur à ces prophètes de malheur que de leur consacrer davantage que les 30 secondes que je viens de leur consacrer. Bon, et qui était particulièrement percutant, mais comme vous étiez dans l'arène, je reprends vos propos, on n'était pas surpris. Lorsque Laurent Jacobelli parle, alors effectivement, il fait aussi remonter l'avis d'une grande frange de la population. C'est vrai que ces flux migratoires inquiètent les Français. Maintenant, le contexte est différent, et surtout quand on recommande aux Afghans de prendre les armes, c'est un peu facile de... Ouais. J'ai trouvé que c'était d'une indignité, d'une indécence totale, ces espèces de leçons de courage, qu'ils restent dans leur pays, qu'ils prennent les armes, ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais enfin, pour qui se prend-il? Mais qu'il aille leur prêter main forte et renfort, qu'il aille regarder la réalité de la situation. Ce n'est pas du tout de cette façon que ça se passe. Et bien évidemment que toute personne qui a besoin d'être protégée, toute personne afghane qui a besoin d'être protégée en France bénéficiera de cette protection. Ce qui est déjà le cas. Le président de la République l'avait dit dans son discours, c'est passé plus inaperçu parce que c'était moins polémique, mais il y a déjà plus de 800 personnes qui ont été rapatriées d'Afghanistan en France, qui sont aujourd'hui accueillies dans de bonnes conditions en France et qui sont mises en situation d'être protégées. Et c'est possible, et il n'y a pas besoin d'agiter des épouvantails et d'inquiéter les Français. Cela se passe de façon structurée et de façon coordonnée avec nos partenaires européens, comme nous avons pu entendre Madame Merkel. Je pense que c'est fondamental que l'Europe aussi puisse démontrer de sa capacité, justement, dans cette situation de crise, à être véritablement
organisés autour de valeurs communes et d'un objectif commun pour tenir durablement. Mais sur l'accueil des migrants afghans, alors effectivement, l'Afghanistan est le pays qui bénéficie le plus du droit d'asile en France. En revanche, il faudra être vigilant parce que ce sont quand même en majorité des hommes et il semble bien que les humains qui ont le plus besoin là-bas de ce droit d'asile soient des femmes. Il va y avoir une organisation à trouver, une façon de faire, parce que ça va être très compliqué d'échanger avec un gouvernement taliban pour exfiltrer des gens, parce qu'il va y avoir des échanges à faire. Et il y a quelques jours, lorsqu'on parlait de l'aéroport, aujourd'hui peut-être qu'il n'y a plus de filtre, mais il y a quelques jours, les témoignages disaient qu'au contraire, les femmes seules étaient interdites d'aller vers l'aéroport par des combattants talibans. Donc il faudra réussir à mettre en place des mécanismes pour pouvoir venir en aide à ces personnes-là en particulier, même si spontanément, c'est vrai que ce ne sont pas celles qu'on retrouve le plus dans les réfugiés. Merci à vous trois pour ce premier thème, ô combien important, et nous en reparlerons. Le Grand Soir se poursuit. Dans un instant, le grand entretien avec Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine. Tout de suite après la pub. À tout moment, la vie peut basculer, le monde peut s'arrêter. Maladies infectieuses, Covid-19, cancer, Alzheimer, Parkinson. Vous pouvez faire avancer la recherche en léguant vos biens ou une partie de vos biens sans droit de succession à l'Institut Pasteur. Ensemble, défendons la recherche. Demandez la brochure Leg au 0805 215 216 ou sur leg.pasteur.fr. J'étais dans mon salon, tranquille, et d'un coup, ils ont décidé de m'envahir. Ils sont toujours dans mes pattes. Mais c'est quoi cette blague? Il y a un bureau dans le salon maintenant? Bon, c'est vrai que c'est au poil ici, mais ils sont chez moi comme... Eh, vas-y, lâche-moi la patte, toi. Eh, t'oublies pas mes croquettes, hein? Ikea. Le nettoyeur vapeur Vileda sera votre allié pour un nettoyage en profondeur. Prêt à l'emploi en seulement 15 secondes, il élimine les traces, désinfecte et tue 99,9% des bactéries. Il s'adapte à tout type de sol et sa tête triangulaire est idéale pour tous les endroits difficiles d'accès. Nettoyeur vapeur Vileda, 59,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. Ah cool, les nouvelles tourtelles Twist bio. Avec 20% de jus de fruits en plus. Comment ils font si les bouteilles ont la même taille? Ah ouais? Tourtelle Twist bio plus de jus, la fraîcheur d'une tourtelle Twist avec encore plus de jus de fruits. On a dit encore plus! Un pare-brise fissuré? Faites comme mon client. Venez chez Carglass. On a plus de 150 000 pare-brises en stock. Alors bien sûr, le sien, on l'avait. Je lui ai remplacé, et comme toujours quand on remplace, sa voiture, il l'a retrouvée encore plus propre qu'avant. Et pour qu'elle le reste longtemps, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. Happy Meal, pour les enfants et ceux qui le sont restés. Amusez-vous ensemble avec les meilleurs jeux Mattel, en ce moment dans le Happy Meal. Station orbitale ici la Terre, vous me recevez? Retour à la base, le poulet va refroidir. Roger, bien reçu. Laissez-vous transporter par la fibre orange. Orange. Il y a l'énergie que vous dépensez sans compter
et l'énergie que vous pouvez économiser grâce à Helio. Que vous soyez chef d'entreprise, bailleur social ou responsable de collectivité territoriale, Helio vous accompagne dans l'optimisation de vos performances énergétiques. Rendez-vous sur helio.com. Cet été, vous avez surfé, marché, nagé, transpiré. Alors, ce n'est certainement pas le moment de s'arrêter. L'Orange Bleu, mon coach fitness. Et jusqu'au 30 septembre, chez l'Orange Bleu, vous avez 1 mois pour tout tester. Combien vaut votre voiture? Chez vendezvotrevoiture.fr, vous recevez votre prix garanti. Entièrement en ligne, entièrement gratuit. Déposez simplement votre voiture dans n'importe quelle agence vendezvotrevoiture.fr et recevez votre offre maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Chez De Giro, nous souhaitons rendre l'investissement accessible à tous ceux voulant bâtir leur propre avenir financier. Que vous investissiez activement ou suiviez les marchés passivement, notre plateforme primée est la vôtre. Investissez comme plus d'1 million d'utilisateurs dans le monde entier à des frais sans précédent. De Giro, le pouvoir financier vous appartient. Nous vous offrons maintenant vos 50 premiers euros de frais de courtage. Investissez dès aujourd'hui sur degiro.fr. Deliveroo présente tous les plats de vos restos préférés ou vos courses indispensables livrés chez vous. On se fait un Deliveroo? Le grand entretien, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Lacombe. Sa voix est écoutée, est entendue et comprise la majeure partie des fois, et il faut essayer de convaincre encore. Vous êtes infectiologue au chef de service hospitalier des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine. Merci de bien vouloir répondre à nos questions, de prendre du temps, parce que tout le monde, parmi vos confrères, sont particulièrement sollicités en ce moment. J'aimerais que nous écoutions la déclaration de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, concernant la vaccination. On est au cœur de l'été, la semaine du 15 août, donc il y a évidemment, il peut y avoir ici ou là un creux, mais on voit une mobilisation qui reste extrêmement forte, et évidemment que notre objectif de 50 millions de personnes ayant reçu une première dose d'ici à la fin du mois d'août reste d'actualité. Après cette déclaration, le Premier ministre a tweeté « Jean Castex, vous pouvez consulter ». 40 millions de Français disposent désormais d'un schéma vaccinal complet. Ils sont protégés, ils protègent leurs proches, ils préservent notre système hospitalier de la saturation. La solution, c'est la vaccination. Karine Lacombe, les gens se vaccinent un peu moins en ce moment, selon les dernières tendances. Alors c'est vrai qu'il semble y avoir une baisse par rapport au pic de vaccination qu'il y a eu suite aux annonces du président Macron sur le pass sanitaire. On espère que malgré tout, la vaccination va reprendre, en particulier avec l'arrivée de la rentrée scolaire, la reprise des activités professionnelles et l'extension du pass sanitaire. Donc on est assez confiant pour que les derniers indécis, qui peut-être étaient freinés par la période des vacances, aillent se faire vacciner. 50 millions, c'est réalisable ? J'espère, oui, il faut être optimiste et il faut être très proactif, puisqu'on sait que la vaccination actuellement est l'arme la plus efficace pour agir sur l'épidémie. Et d'ailleurs, les chiffres nous le montrent bien, puisque dans les zones en France, sur le territoire français qui sont les moins vaccinées, c'est là où on voit vraiment toute l'intensité de cette 4e vague, alors que les zones qui sont plus vaccinées, les catégories d'âge qui sont les plus vaccinées, sont celles qu'on retrouve le moins en hospitalisation. Sur les territoires, un clin d'œil, toujours dans le cadre de la visite de Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Il était à Brignoles, dans le Var. Il a rencontré une personne qui était présente sur un centre de vaccination. Écoutez cet échange. C'est ma première, je suis venue à reculons. Vous venez pour la première? Ouais, je suis venue à reculons, mais j'y suis venue. Pourquoi à reculons? Vous aviez des inquiétudes? Non, je n'avais pas envie.
Évitez de parler d'une 3e dose à la télé. Vous savez, mais pas pour le moment, punaise, attendez. Vous savez, nous, notre boussole, c'est de faire en sorte que ceux qui doivent être protégés le soient totalement. Mais d'accord, mais pas maintenant. Attendez de voir les morts, attendez de voir les filles, attendez de voir... je vais vous dire ce qu'on voit aujourd'hui. Mais si vous l'annoncez maintenant, déjà qu'il y a des trucs dans la rue, hein, mais... Vous mettez comment on dit, de l'huile sur le feu. Karine Lacombe, vous êtes au contact des patients, c'est votre métier. Ce genre d'échange ne surprend pas. Il n'inspire aucune, on va dire, aucune aigreur. Simplement, il faut l'entendre et il faut se redire qu'il faut convaincre. Bien sûr, mais oui, c'est évident. Chaque personne est différente, chaque personne a ses propres freins ou son propre engagement envers la vaccination. Il faut entendre les freins, il faut, avec de la pédagogie, expliquer pourquoi et comment ces freins peuvent être levés. Et c'est grâce d'ailleurs à la pédagogie qu'on a amené la très grosse majorité du personnel soignant éligible à la vaccination depuis le mois de janvier vers la vaccination. Et on atteint des chiffres extrêmement élevés de vaccination malgré un certain vaccinoscepticisme sur certaines parties, certaines catégories de soignants. Vous aviez déclaré le personnel médical non vacciné doit changer de métier. C'est vrai que notre métier à nous, c'est d'aller vers les gens, c'est de les soigner, de les porter, de les sortir de la maladie. Quand on n'accepte pas soi-même de se protéger pour justement protéger ces populations particulièrement vulnérables face à la maladie, eh bien, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur le but de notre métier, de ce qui nous a fait devenir médecin, infirmière, aide-soignante. Et je pense qu'on nous a donné maintenant les moyens pendant plus de 6 mois d'aller volontairement vers la vaccination. Quand on rejette le geste de la vaccination, eh bien, on peut légitimement s'interroger sur le sens de notre métier. Mais je pense qu'il ne faut pas abandonner la possibilité de convaincre et d'aider ceux d'entre nous qui ne veulent pas se faire vacciner. Parce que vraiment, quitter le métier doit être la dernière issue. Est-ce que les ados, les 12-17 ans, sont plus difficiles à convaincre? J'ai pas l'impression. Je ne crois pas. Ouais. Quand on regarde les chiffres de vaccination, non, ils ne sont pas les plus difficiles à convaincre. Pas du tout. Au contraire, beaucoup d'entre eux ont bien compris l'importance de se faire vacciner pour continuer une vie normale. Et ce sont aussi ceux qui ont beaucoup souffert l'année dernière du confinement, qui ont souffert des classes alternées, qui ont souffert de l'arrêt de leurs activités, de l'arrêt de la socialisation. Et ils ont compris que intrinsèquement, une fois qu'on est vacciné, qu'on a le pass sanitaire, eh bien, on va retourner vers une vie normale. 50% sont les chiffres des 12-17 ans qui ont été vaccinés. Ce qui est quand même, je trouve, un exploit dans une période estivale. Oui, qui est assez court, puisqu'ils ont été invités à se faire vacciner assez récemment. Absolument, tout à fait. Donc moi, je trouve que c'est au contraire, ça montre, c'est vraiment les plus jeunes qui montrent aux plus âgés combien il est important de retourner vers une vie normale avec la vaccination. Et pourtant, pour certains de ces jeunes, c'est souvent une aventure familiale particulièrement délicate, surtout quand l'un des deux parents n'est pas en accord. Il a été, dans un premier temps, demandé aux deux parents de donner l'assentiment, l'accord pour la vaccination. Après, ça a été adapté, parce qu'on se retrouvait dans des situations incroyables. Le papa ne veut pas, la maman veut bien. C'est vrai, je pense que d'ailleurs, pour les plus âgés d'entre les adolescents, ceux qui ont 16 ans et plus, on pourrait estimer qu'ils sont en capacité de décider pour eux-mêmes, comme ils peuvent décider pour eux-mêmes l'accès à la contraception, par exemple. D'ailleurs, c'est plus léger à partir de 16 ans. Ouais. Absolument. Donc, ils sont capables de s'approprier leur santé et leurs décisions en matière de santé. Oui, et puis il y a ces enfants de parents divorcés aussi, ce qui est encore plus difficile. C'est vrai que c'est une situation qui est beaucoup plus complexe. Absolument. Alors, on descend un peu, on était sur les 12-17 ans, les moins de 12 ans. Bon, de plus en plus, avec le variant Delta, on note des cas de Covid. Nous en avons parlé sur ce même plateau avec le professeur Adnet hier, des cas de myocardite, notamment, qui sont les signes visibles de cette contamination, de cette infection des enfants. Pas forcément de forme grave, mais toute cette chaîne qui finalement est alimentée. Faut-il les vacciner ?
Alors attention, on voit de tout. On a quasi 10% des enfants qui se testent actuellement qui sont positifs. On a eu des chiffres semblables juste avant le début des vacances de Pâques. Ces 10% correspondent quand même à une augmentation progressive de consultations dans les urgences. Alors heureusement, très peu de formes graves, mais quand même quelques-unes. En revanche, on a des pays où on a des alertes, comme les États-Unis, et puis également aux Antilles, etc. Donc, juste il faut une faire parenthèse, très attention. quand vous dites avant les vacances de Pâques, là, ça veut dire que c'était aussi avec le variant britannique. C'était avec le variant britannique. Oui. En revanche, là, maintenant, avec le variant Delta, dont on sait qu'il est beaucoup plus transmissible, on peut se poser légitimement la question et avoir des inquiétudes vis-à-vis de ce qui risque de se passer à la rentrée, ce d'autant qu'il y a des mesures très strictes qui sont prises dans les écoles, où à partir d'un cas, on va fermer les classes, et donc on peut s'attendre à une épidémie de fermeture de classes. Et effectivement, le corollaire, c'est que plus on aura d'enfants infectés, plus numériquement on risque d'avoir des cas graves. Et il faut savoir que les cas graves, c'est pas uniquement chez les enfants, c'est également chez les adolescents, également chez les jeunes adultes. Ces fameux cas de syndrome de Kawasaki, comme on en a parlé cette année, on en voit aux États-Unis, on en voit en France, avec une gravité certaine. Et même si ce chiffre reste faible, c'est tout de même un chiffre qui augmente. Et il faut être extrêmement vigilant et surtout essayer d'anticiper. Et une façon d'anticiper, eh bien évidemment, c'est la vaccination. Donc peut-être que va se poser la question de la vaccination des plus jeunes. Il faut attendre certaines validations parce que c'est comme ça que la science fonctionne. Vous êtes une éminente spécialiste. Vous êtes pour tout de suite la vaccination pour les moins de 12 ans. Alors pour l'instant, à partir de quel âge déjà on attend d'avoir les résultats vraiment des essais Ouais. de l'efficacité, de la tolérance des vaccins chez les moins de 12 ans. À partir du moment où on aura ces résultats qui vont nous conforter dans l'innocuité de cette vaccination et que l'on a des bénéfices individuels et également des bénéfices collectifs à la vaccination, Là, ça bien peut sûr, devenir le 12e absolument. vaccin obligatoire à l'école, rappelons-le. Absolument, tout à fait. Tout à fait. Il faut effectivement mettre ça sur la table. Et il ne faut pas en faire un enjeu politique. Absolument pas. Ce n'est pas un enjeu politique, c'est un enjeu sanitaire. Il y a ce pass sanitaire aussi. Les enfants en auront vraisemblablement besoin. Alors, il est en train là d'être mis en place le passeport. Sport, le pass sport, par les clubs, les licenciés devront avoir ce pass sanitaire. Plus généralement, pour les sorties scolaires, par exemple, il le faudra bien aussi. Quand on sait qu'avec un variant qui est extrêmement contagieux et que la conséquence, ça peut être la fermeture des structures sportives pour éviter la dissémination du virus, la fermeture éventuellement des classes, là c'est aussi un pas vers le retour à une vie normale. Donc oui, c'est pas, il semble quand même relativement consistant et légitime que le pass sanitaire soit demandé pour les activités sportives où on ne porte pas le masque. Donc on a déjà beaucoup moins de possibilités d'appliquer les mesures barrières. On pense notamment au sport de combat en intérieur. Absolument. Et vraiment, il ne faut pas croire que le Covid ne touche maintenant que les personnes âgées, comme ça a été le cas de façon prépondérante pendant la première vague. Le Covid actuellement, dans l'expression de ses formes cliniques potentiellement graves, touche également les plus jeunes. Oui, on peut imaginer qu'avec toutes les médailles gagnées par les judokas français aux derniers Jeux Olympiques, beaucoup d'enfants aient envie de faire du judo, par exemple. Et là, pour le coup, ça se nécessite. La troisième dose, on a entendu la dame qui échangeait tout à l'heure avec Gabriel Attal en parler. Ça y est, les Américains ont tranché à partir de septembre, troisième dose. Expliquez-nous, Madame Karine Lacombe, on le sentait venir quand même, pardonnez-moi, c'est une expression un peu triviale, mais quand on voit que même ceux qui sont vaccinés sont infectés, on se dit qu'il y a une troisième dose, sans doute après plus même. Alors, en fait, il faut faire la différence sur les raisons de cette troisième dose. Il y a d'abord des raisons qui tiennent à la diminution progressive de l'immunité acquise par la vaccination, et puis il y a des raisons qui peuvent être liées aux variants qui peuvent éventuellement échapper à la vaccination. Vous avez tout à fait raison quand vous dites que les personnes vaccinées peuvent malgré tout être infectées par le variant Delta. Attention, ils sont infectés, en revanche, ils ne sont pas hospitalisés et ils ont un risque quasi nul de décès. Donc ça, c'est très important. Les courbes, justement, pas de forme de la grave, DREES, a priori.
pas de forme grave et pas d'hospitalisation. On a extrêmement peu de personnes vaccinées double dose en hospitalisation. Celles qui sont hospitalisées ont des facteurs de risque. Par exemple, elles sont immunodéprimées, donc elles n'ont pas eu de bonne réponse à la vaccination, ou elles sont très âgées, elles ont perdu leur immunité post-vaccinale. Donc, cette 3e dose, pour les personnes âgées, plus de 80 ans pour l'instant, c'est parce que elles ont perdu depuis le mois de janvier-février leur immunité vaccinale. Et cette 3e dose également est préconisée et est déjà en place pour les personnes qui sont immunodéprimées, qui n'ont pas monté d'anticorps après 2 injections. Les malades du cancer, par exemple, les malades du cancer doivent se vacciner à 3 reprises. Donc ça existe déjà. Donc ça existe déjà. L'autre question qui se pose, et pour l'instant on n'a pas encore de réponse formelle, c'est faut-il faire une 3e dose parce qu'on aurait potentiellement un variant, ou même le variant actuel, qui répond moins bien à la vaccination, et donc avec une 3e dose, on serait mieux couvert. Pour l'instant, on n'a pas encore de données scientifiques fortes sur le sujet. Il y a des études en cours. Je pense qu'avant de le préconiser de façon large à toute la population, concentrons-nous sur une couverture optimale de doses, et peut-être qu'on ira vers une 3e dose si les faits scientifiques sont là pour montrer que c'est nécessaire. Et cette étude américaine, on en a déjà parlé sur cette antenne, dans le Minnesota, qui montrait finalement que Moderna était plus efficace que Pfizer. Alors attention, évidemment, comme toute donnée scientifique... Il n'y avait que 25 000 personnes testées. Voilà, on y porte une grande attention, mais c'est une étude observationnelle. On ne sait pas pourquoi certaines personnes ont été vaccinées avec le Moderna et l'autre avec le Pfizer. Il faut, pour dire que l'un des vaccins est meilleur que l'autre, que les populations soient comparables. Je pense qu'en plus, c'est une prépublication, donc il faut attendre d'avoir des données consolidées avant de dire qu'un vaccin est meilleur que l'autre. Les chiffres aujourd'hui, alors ils sont parus, ils ne sont pas du tout rassurants. 112 morts en 24 heures, 2054 malades en soins critiques, c'est 299 nouveaux patients admis en 24 heures, 10 336 personnes hospitalisées, ça veut dire 1036 arrivés en 24 heures. On a une idée de l'endroit qui est le plus ciblé en France, ou est-ce que c'est sur tout le territoire ? Les chiffres sont également assez éloquents. C'est plutôt les régions, les stations balnéaires, donc les régions où sont partis les Français en vacances cet été. Donc c'est majoritairement le sud de la France, également une partie de la côte ouest. On connaît bien le drame que vivent les Antilles. Donc c'est effectivement... ça concentre plusieurs paramètres, soit parce que la population est peu vaccinée, soit parce que la population se rassemble à l'occasion des vacances, etc. Donc, effectivement, il y a des facteurs qui expliquent pourquoi l'épidémie ne touche pas l'intégralité du territoire français de la même façon. Il y a ceux qui sont anti-vaccins, alors il y a tout un tas de fantasmes, de phobies, donc c'est en soi respectable, et beaucoup attendent un traitement. Alors il y a des traitements, par exemple un anticorps polyclonal, le XAV19, c'est proposé par un laboratoire de biotech à Nantes. Est-ce que là, on est en essai phase 3 ? Qu'est-ce qu'on peut espérer de ces traitements ? De façon globale, des anticorps polyclonaux ou monoclonaux, on peut s'attendre à ce qu'ils puissent agir de façon efficace sur la phase virémique, c'est-à-dire sur le tout début de la maladie virale, avant qu'elle devienne inflammatoire et qu'il y ait des conséquences qui amènent les patients en hospitalisation avec de l'oxygène. On peut aussi s'attendre à ce qu'ils soient efficaces en prophylaxie, c'est-à-dire en prévention, soit parce que, par exemple, on ne peut pas être couvert de façon efficace par le vaccin, soit parce qu'on a été exposé au virus, on n'est pas encore malade, mais dans ces quelques jours entre l'exposition au virus et le début de la maladie, on n'a pas d'anticorps pour se protéger, et donc avec les anticorps monoclonaux ou polyclonaux éventuellement, on pourrait avoir une protection temporaire ou de quelques mois. Oui, parce que bon, je vais être très terre à terre, le rêve de beaucoup de personnes, c'est de se dire tiens, je vais prendre un cachet qui va m'empêcher d'avoir la Covid-19. C'est ça le rêve de tous. Ce serait effectivement la possibilité de prendre un traitement en comprimé, là, ce serait, je dirais, la panacée, sachant que pour l'instant, tous les anticorps monoclonaux ou polyclonaux s'administrent en intraveineux ou en sous-cutané. Oui. Donc on est loin encore des comprimés. Oui. Et oui, pourquoi pas un jour, mais là, je pense qu'on n'en est pas encore là. Alors, sous forme de pilule, il y a plusieurs... Il y a Merck en Allemagne, Pfizer, Roche en Suisse, sous forme de pilule. En fait, il y a plein d'enjeux. Mais pour l'instant, on va dire que le traitement, c'est essentiellement pour soigner
soigner les malades. Alors vous parliez de ces formes graves aussi. Il y a un inhibiteur, le nanjibotide. Je suis pas spécialiste et heureusement vous êtes là. Ça veut dire que finalement, à tous les échelons... Oui, c'est ça. Il y a la recherche clinique, la recherche thérapeutique dans le domaine du Covid est extrêmement développée, extrêmement énergique et on espère tous que dans les mois à venir, on aura des médicaments qui auront enfin prouvé leur efficacité en phase 3, c'est-à-dire sur un grand nombre de patients dans un essai randomisé où on a tiré au sort les personnes qui reçoivent le placebo ou la prise en charge standard et le médicament. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En dehors de médicaments que l'on utilise déjà, comme les corticoïdes ou encore des médicaments immunomodulateurs qui ont intégré les recommandations de traitement. Mais pour les autres médicaments, c'est encore des phases 3. On peut rien dire de leur efficacité et puis bien sûr de leur tolérance. Merci beaucoup Karine Lacombe, c'était très clair et on en a besoin en ces temps. Merci d'avoir été l'invité de notre face-à-face. J'aimerais tout de suite vous proposer ces images. Nous sommes en direct depuis l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, l'arrivée du 2e avion en provenance d'Abu Dhabi, des Émirats Arabes Unis, et avant, bien sûr, au départ de Kaboul. Ils sont 184 afghans et au total il y a dans cet avion 213 personnes. Les autres passagers sont des ressortissants français. Ils viennent d'arriver. Bien sûr, nous allons revenir très largement sur cette arrivée, mais nous avons sur place notre envoyée spéciale, Maureen Bajac. Maureen Bajac, vous venez d'assister à l'atterrissage de l'avion. Comment cela va se passer concrètement maintenant ? Oui, tout à fait. Ce sont leurs premiers pas sur le sol français. Ils sont partis d'Abu Dhabi à 13h et ils viennent tout juste d'atterrir dans cette A330 MRTT de l'armée de l'air. Alors à bord, on a 25 Français, mais surtout une majorité d'Afghans de la société civile qui avaient besoin de cette protection. Ce sont majoritairement des femmes et des enfants. Au total, plus de 200 personnes. Alors c'est plus qu'hier. Il n'était que 41 à bord du premier vol. Ce vol leur a donc permis d'évacuer, selon l'armée, une grande partie des personnes réfugiées à l'ambassade de France à Kaboul. Merci Maureen Bajac, vous restez bien sûr présente sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle tout au long de la soirée. Nous allons revenir dans un instant avec Marco Haddad qui reprend le relais. Je vous retrouve personnellement à 22h. Nous reviendrons sur toutes ces questions très importantes de la soirée, l'aspect sanitaire, la question afghane. Nous parlerons aussi des feux de forêt. A tout de suite après la publicité. Ah cool, les nouvelles tourtelles Twist bio. Avec 20% de jus de fruits en plus. Comment ils font si les bouteilles ont la même taille? Ah ouais? Tourtelle Twist bio, plus de jus, la fraîcheur d'une tourtelle Twist avec encore plus de jus de fruits. On a dit encore plus! Allô, station orbitale ici la Terre, vous me recevez? Retour à la base, le poulet va refroidir. Roger, bien reçu. Laissez-vous transporter par la fibre orange. Orange. Donjons et Dragons, partez à l'aventure. Les mondes, les batailles, les héros et les créatures obscures. Retrouvez les romans cultes de la saga en édition collector. Tous les 15 jours, constituez-vous une collection unique d'ouvrages de grande qualité et découvrez les univers fantastiques de Dragonlance et des Royaumes oubliés. Le numéro 1, 2,99 € seulement. No one said it would be easy to hold your head up through the ups and downs. Got a feeling in my bones. I'm not gonna sit around here waiting. My time is now. Robocop est de retour. Construisez le légendaire cyborg, une spectaculaire réplique de grande taille entièrement articulée. Le numéro 1, 50 centimes chez votre marchand de journaux. Happy Meal, pour les enfants et ceux qui le sont restés. Amusez-vous ensemble avec les meilleurs jeux Mattel, en ce moment dans le Happy Meal. Vendez votre voiture.
vendezvotrevoiture.fr. Combien vaut votre voiture? Entrez les informations de votre voiture sur vendezvotrevoiture.fr et recevez le prix de vente final sans vous déplacer. Prenez ensuite un rendez-vous de reprise et vendez votre voiture au prix annoncé. Je recommande pour une vente simple et sans souci. Rendez-vous maintenant sur www.vendezvotrevoiture.fr. Le nettoyeur vapeur Vileda sera votre allié pour un nettoyage en profondeur. Prêt à l'emploi en seulement 15 secondes, il élimine les traces, désinfecte et tue 99,9% des bactéries. Il s'adapte à tout type de sol et sa tête triangulaire est idéale pour tous les endroits difficiles d'accès. Nettoyeur vapeur Vileda, 59,99 €. Dès jeudi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Supermarché concerné sur Lidl.fr. J'étais dans mon salon, tranquille, et d'un coup, ils ont décidé de m'envahir. Attention, je les aime bien, hein. Mais franchement, ils font des trucs chelous. Ils sont toujours dans mes pattes. Bon, c'est vrai que c'est au poil ici, mais ils sont chez moi comme... Eh, vas-y, lâche-moi la patte, toi. Eh, t'oublies pas mes croquettes, hein. Ikea. Un pare-brise fissuré? Faites comme mon client. Venez chez Carglass. On a plus de 150 000 pare-brise en stock. Alors bien sûr, le sien, on l'avait. Je lui ai remplacé, et comme toujours quand on remplace, sa voiture, il l'a retrouvée encore plus propre qu'avant. Et pour qu'elle le reste longtemps, en ce moment, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. Cet été, vous avez surfé, marché, nagé, transpiré. Alors, ce n'est certainement pas le moment de s'arrêter. L'Orange Bleu, mon coach fitness. Et jusqu'au 30 septembre, chez l'Orange Bleu, vous avez 1 mois pour tout tester. Dans mon Animal Crossing, je pars à la chasse aux insectes avec mes enfants et c'est moi la plus douée. Moi, même après l'entraînement, je passe du temps avec mes copines. Et moi, je vis l'aventure en mode relax. Et vous, à quoi ressemble votre Animal Crossing New Horizons exclusivement sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite? Deliveroo présente tous les plats de vos restos préférés ou vos courses indispensables livrés chez vous. On se fait un Deliveroo? Il y a l'énergie que vous dépensez sans compter pour votre entreprise et l'énergie que vous pouvez économiser grâce à Helio. Optimisation des performances énergétiques, financement des travaux, réduction de l'impact environnemental, Helio accompagne les entreprises dans leur maîtrise de l'énergie. Rendez-vous sur helio.com. Oui, tout à fait. Bien sûr. Pack it up, pack it in, let me begin. I came to win, battle me, that's a sin. I won't ever slack up, punk it better back up. Try and play the role, now the whole crew will act up. Vous avez passé une bonne journée? Plutôt calme. J'ai vu ça, oui. B-Box Fibre avec Wi-Fi 6. Profitez du meilleur des Wi-Fi partout dans la maison. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne d'LCI. Nous sommes ensemble pour une heure de débat. Ce soir, un témoignage exceptionnel, celui d'Oriane Zera, française à Kaboul, qui a été rapatriée ces dernières 24 heures. En plateau également, Marion Parizet, secrétaire générale du think tank Le Millénaire, et Vincent Hugeux, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Vous l'avez vu sur nos images précédemment, l'avion, un deuxième avion vient d'arriver de Kaboul. Maureen Bajak, vous êtes sur place. Comment s'est passé ce dernier rapatriement ? Maureen Bajak, est-ce que vous nous entendez ? On reviendra justement voir Maureen dans quelques instants pour qu'elle nous raconte ce deuxième rapatriement avec 25 Français à bord. Oriane Zera, bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes rentré de ce premier vol il y a à peine 24 heures. Vous venez d'arriver à Paris. Merci d'avoir accepté d'être en plateau avec nous sur le plateau d'LCI. Ces derniers jours, on a suivi votre parcours plusieurs fois à l'antenne tout au long de votre périple. Ma première question, elle peut paraître un petit peu simple, mais je pense qu'elle est essentielle. Comment est-ce que vous vous sentez depuis votre retour en France ? J'ai l'impression d'être encore entre les deux pays. Je ne suis pas tout à fait rentrée, je ne suis pas tout à fait partie. Qu'est-ce que vous avez réellement laissé là-bas ? Ma vie, enfin ma maison, mes amis, enfin beaucoup, enfin une partie de moi-même en fait. Ça faisait combien de temps que vous étiez à Kaboul ? Ça fait 10 ans que je suis dans le pays avec des allers-retours. Et là, ça faisait plus d'1 an et demi que je m'étais reposée à nouveau là-bas. Qui a décidé de votre rapatriement ? Est-ce que c'est vous-même ? C'est moi-même parce que c'est une décision. Enfin, personne ne m'a forcée. C'était une proposition de l'ambassade de France. Et ça n'a pas été une décision facile à prendre, même si ça semble évident que vu la condition sécuritaire, il fallait partir, mais ça a été quand même très très difficile. Mais je pense qu'à un moment, ça s'est imposé. Comment justement s'est déroulée cette exfiltration ? Vous étiez dans votre maison à Kaboul quand vous avez appris qu'il y avait des avions qui repartaient en France ? Oui, j'ai reçu un coup de fil de l'ambassade de France dans l'après-midi qui m'a dit voilà, il faut que vous veniez au plus vite à l'ambassade selon vos propres moyens. Vous avez le droit à 10 kilos de bagages. Un avion sera affrété ce soir, demain, après-demain pour vous évacuer vers la France. Et puis j'ai explosé en larmes et puis j'ai commencé à faire ma valise. Je crois que je réalisais pas du tout ce qui m'arrivait en fait. Il fallait que je mette dans une valise une partie de ma vie. Je savais pas quoi prendre, je savais pas quoi laisser. Donc j'ai un peu tout jeté pêle-mêle et j'ai pris un taxi et je me suis rendue à l'ambassade de France. Et après, une fois que vous étiez à cette ambassade de France, vous avez été... Alors, ça a été assez épique, en fait. Avant le départ, on a pris un hélicoptère... Non, pardon, d'abord, on a pris un bus blindé qui nous a amenés au QG de l'armée américaine. Puis de là, on a pris un hélicoptère militaire qui nous a emmenés à l'aéroport militaire. De là, on est allé d'abord dans une sorte de cafétéria désertée. Puis on a pris un avion pour nous emmener de l'autre côté de l'aéroport, mais qui n'a fait que rouler. Puis une voiture blindée qui nous a emmenés sur la base française où l'ambassadeur avait relocalisé l'ambassade de France. Ouais. Un long périple. Vincent Hugeux, vous vouliez poser une question à Oriane. Une question, Oriane, oui. Il se trouve que dans les années 90, j'avais couvert la première montée vers Kaboul des talibans. Il aurait fallu quand même au total 2 ans pour conquérir la capitale. Là, tout le monde a été surpris et sidéré même par le caractère fulgurant. Et ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est si, de l'intérieur, quand on vivait à Kaboul, on a senti cet emballement, ou si vous aussi, vos amis, afghans ou pas, avaient été surpris par la rapidité du délitement des défenses hypothétiques de la capitale. On a été totalement surpris. Ouais. On a été surpris, oui. Pourtant, la veille, Mazar-e-Sharif avait été prise par les talibans. On savait qu'ils se rapprochaient, mais en fait, on pensait que Kaboul, ça prendrait un peu plus de temps. Alors certains parlaient en jours, en semaines, d'autres un peu plus optimistes parlaient même en mois. Mais non, personne ne s'y attendait. Enfin, pas comme ça. Les experts, en tous les cas, ne parlaient pas d'une arrivée imminente. On ne pensait pas que de Mazar-e-Sharif, ils allaient arriver à Kaboul. 3 jours avant la chute de Kaboul, les experts du Pentagone eux-mêmes disaient c'est une affaire de 3 mois. Kaboul va être en quelque sorte un enjeu, mais après une pause tactique, stratégique, peut-être négociation, que sais-je. Alors, était-il sincère quand il projetait ce scénario-là ou pas? Est-ce qu'ils ont donné les véritables renseignements? Justement, est-ce que vous connaissez encore des Français qui sont bloqués sur place? Non. Je pense que là, ils étaient bloqués hier à l'ambassade, mais heureusement, ils ont pu rallier l'aéroport. Et là, je pense qu'ils sont tous soit sur le départ, soit entre Abu Dhabi et Paris. Quand vous parlez de l'ambassade, vous parlez de l'édifice de l'ambassade en plein Kaboul ou oui, de l'ambassade de France à Kaboul. Donc ils étaient encore en plein Kaboul il y a quelques heures, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas encore à l'aéroport. La nuit dernière, oui. Vincent Hugeux. Tout le monde a été un peu surpris par la clarté de l'énoncé de la hiérarchie des rapatriements. Bon. Les ressortissants français, priorité absolue, puis les auxiliaires.
qui ont travaillé pour la France civile, militaire, etc. Et puis ensuite, bon, toutes ces personnalités de la société civile exposées de par leur engagement féministe en faveur de l'éducation, de la presse libre, etc. etc. À votre avis, est-ce qu'il y a un risque réel que beaucoup de membres de cette troisième catégorie, il n'y a pas d'hierarchie dans mon esprit évidemment, restent derrière et se retrouvent piégés, coincés dans les mois, voire les années qui viennent? Vous parlez des Afghans, Vincent Hugeux? Oui, bien sûr. Qui soient coincés à Kaboul, oui. Qui ne puissent pas être rapatriés. J'espère qu'ils seront rapatriés parce que je pense qu'ils courent un danger certain. Malheureusement, il y a des interprètes, qui ont été tués. Des interprètes qui ont déjà été tués. Qui ont travaillé avec l'armée. Ces derniers jours, vous dites? Il y a quelques... Non, pas ces derniers jours. Non, pas ces derniers jours. D'accord. Il y a quelques semaines. Je pense que c'est pas... Ils sont facilement identifiables, ces interprètes, ces personnes qui travaillent pour les forces étrangères. D'abord, Oriane, après, j'aimerais beaucoup vous entendre, Vincent Hugeux, mais est-ce qu'on peut les identifier facilement, ces personnes qui travaillent pour les forces étrangères? Alors, je connais pas les procédures qu'ont les talibans, mais ils savent très bien utiliser les médias, les réseaux, poser des questions, se renseigner auprès des voisins, je pense qu'ils peuvent avoir des informations assez facilement. En plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, quand quelqu'un est recherché, sa photo, elle fait le tour du pays en 2 minutes. J'aimerais justement qu'on se rende à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Nous avons désormais les images et Maureen Bajac, vous êtes sur place. Comment s'est déroulé ce deuxième rapatriement ? Eh bien, ils sont partis d'Abu Dhabi à 13h et ils viennent tout juste d'atterrir dans cette A330 MRTT de l'armée de l'air. Alors à bord 25 Français, mais surtout une majorité d'Afghans de la société civile qui avaient besoin de protection immédiatement, majoritairement des femmes et des enfants. Au total, ce sont plus de 200 personnes. Alors c'est plus qu'hier, où il n'était que 41 dans le premier vol. Ce vol-là a permis d'évacuer, selon l'armée, une grande partie des personnes réfugiées à l'ambassade de France de Kaboul. Ce qui les attend maintenant, c'est un accompagnement psychologique qui va leur être proposé. Et puis pour les Afghans qui souhaiteraient rester sur le territoire national, ils vont être accompagnés dans leur demande d'asile. Et puis au vu de ce contexte sanitaire, la toute première chose là, à la descente de l'avion, ce qui les attend, c'est un dépistage Covid. Mais vous le voyez, tout s'est bien passé pour ce deuxième vol d'évacuation à Roissy. Merci beaucoup Maureen Bajac pour ces précisions. On le voit bien donc sur ces images. Plusieurs personnes sont donc rentrées en France et Maureen Bajac parlait de plusieurs Afghans. Est-ce que vous savez qui sont ces Afghans, Oriane, à bord de ces vols? J'ai une très très bonne amie et moi qui est à l'intérieur de ce vol, oui. Elle faisait quoi exactement? C'est une artiste féministe engagée. Qui a été sur la liste des personnes visées par les talibans il y a quelques mois et qui est arrivée ce soir. Je sais qu'il y a aussi une fixeuse qui a travaillé avec beaucoup de journalistes français notamment, qui est là. Qui a pu être donc protégée par les forces françaises. Il y a d'autres Afghans qui restent bloqués. Certains même qui ont des papiers, qui sont allés à l'ambassade pour récupérer leurs papiers, mais qui sont bloqués à l'extérieur de l'aéroport. Vous avez pu voir ces scènes, Oriane? J'ai vu qu'il y a des files interminables devant l'aéroport, de personnes qui essayent de rentrer pour attraper des vols d'évacuation, que ce soit français, canadien ou Et ces personnes ont le papier pour rentrer? Certains les ont, oui. D'autres les ont pas. Certains les autres, d'autres n'ont même pas de passeport en fait. Mais certains ont les papiers, les visas, oui. Vous entendez ces craintes de ces Afghans? Qu'est-ce que vous craignez? On reçoit tous en ce moment des messages WhatsApp, mail, de gens qu'on connaît, qu'on a à peine croisés, qui nous envoient des messages désespérés, qui essayent de sortir, qui vivent dans la peur, qui sont avec leurs enfants à risquer de faire des queues de 3 heures devant l'aéroport pour essayer de rentrer, en n'étant même pas sûr de prendre un vol. Mais ça fait quelque temps déjà que tous les jours on reçoit des emails et des messages d'Afghans. Parce que vous êtes en France, justement. Parce qu'ils veulent sortir du pays, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont désespérés et qu'ils nous demandent de pouvoir les aider. Vincent Hugeux, quand on demande à certaines personnes de récupérer un papier et de prouver qu'ils ont bien travaillé pour les forces françaises et qu'ils ne peuvent
pas rentrer à l'intérieur de l'aéroport. À qui la faute ? Très clairement, il y a une responsabilité morale et je dirais fonctionnelle de la part des forces qui se sont déployées en Afghanistan. C'est vrai pour les Français, mais c'est vrai pour tous les contingents internationaux, puisque vous posiez la question tout à l'heure, Margot, de est-ce que l'on sait ? Oui, tout se sait. Moi, c'est une expérience que j'ai vécue en Irak, en Syrie, en Afghanistan dans les années 90, début des années 2000. C'est-à-dire que, au fond, il y a un mélange. Il y a une hostilité qui peut être, je dirais, idéologique, doctrinale. Comment oses-tu travailler avec les kafirs, avec les infidèles, avec les impérialistes, le cas échéant ? Et puis, il peut y avoir aussi une jalousie. Soyons clairs, parce que le fixeur, dans notre jargon, donc le collaborateur local qui sert à la fois d'interprète, de guide, nos yeux, nos oreilles, le fixeur, c'est quelqu'un sans qui on ne peut pas faire notre boulot, soyons clairs. Bon. Eh bien, il peut être jalousé parce qu'on sait que, notamment dans des périodes extrêmement dures, des périodes de combat, moi je me souviens sur la reconquête de Mossoul en Irak, où je suis allé à 2 reprises, etc., les tarifs explosent, donc on se dit qu'ils sont riches en plus. Ils sont riches. Donc ils ne sont pas seulement exposés aux représailles ultérieures, mais aussi éventuellement à du racket, à des rançons, par exemple, enlèvement. Donc c'est très difficile pour eux de préserver leur anonymat parce qu'ils sont vus avec les étrangers, évidemment. Donc c'est ça qui les rend vulnérables. Et justement, on a vu ces foules qui sont à l'extérieur justement de l'aéroport, donc qui n'ont pas pu rentrer à l'intérieur de l'aéroport qui est contrôlé par les Américains, mais l'extérieur est encore contrôlé par les talibans. On a vu ces images sur des chaînes américaines où les talibans envoient des coups de feu en l'air justement pour faire en sorte que les foules se dispersent. Oriane Zerra, quand vous voyez ces images, vous avez quoi comme écho de Kaboul ? Sur les gens dehors qui se font... j'ai pas eu d'écho de personnes de Kaboul même. Moi, j'étais à l'aéroport encore. On voyait au loin les foules essayer de rentrer dans l'aéroport militaire. Ils étaient repoussés par des gaz ou par des coups de feu en l'air ou des jets d'eau. Venant des talibans, on est bien d'accord. C'était les forces de l'ordre à l'intérieur de l'aéroport, parce que moi j'étais déjà dedans en fait, donc je les voyais du côté aéroport. Du dehors, j'ai vu les images qui ont circulé, j'ai eu quelques échos de quelques journalistes qui sont restés sur place, qui sont en fait effarés de voir ces personnes-là encore à l'extérieur, ne pouvant pas rentrer malgré leur certificat, comme quoi ils ont travaillé pour les forces étrangères. Vincent Hugeux. Apparemment, il y a eu donc des corridors qui ont été aménagés, une sorte d'accès, par exemple entre l'ambassade de France et l'aéroport. C'est Sonia Rezali, notre consoeur de RFI, qui racontait cela sur l'antenne il y a quelques heures. Il y a eu une négociation et il y a même eu une escorte sur une partie du trajet. Donc les talibans ont compris que dans une période où ils s'efforcent d'améliorer leur image, dans une campagne de relations publiques, un dérapage de cette nature serait catastrophique. Mais il y a eu, semble-t-il, d'après l'agence Reuters, et ça a été confirmé depuis, une bousculade aujourd'hui même. Dans l'enceinte de l'aéroport, on a dénombré 17 à 18 blessés, parce que, juste un chiffre pour fixer les idées, les Américains estiment que s'ils parviennent à mettre en place la logistique requise, eux-mêmes ont 30 000 personnes à sortir, pour donner un ordre de grandeur. Eh bien, on pourrait avoir un avion toutes les heures, décollage ou atterrissage, et éventuellement exfiltrer 5 à 9 000 personnes par jour. Ça vous donne une idée simplement de l'ampleur du phénomène. Moi, j'ai connu des situations paroxystiques, coups d'État, par exemple en Afrique, etc. Bon, il y avait une opération, les paras, etc. On exfiltre quelques Français, quelques dizaines, et puis des Européens. Mais là, il s'agit d'autre chose. Il y a un balai d'avions. En plus, on le sait très bien, aucun vol commercial. Donc ce ne sont que des avions militaires. C'est la raison pour laquelle les Américains ont gardé la haute main. Oriane, vous me démentez si ce n'est pas ce que vous avez senti, mais sur l'harmonisation, décollage, atterrissage, les ordres, etc. C'est eux qui dirigent la manœuvre. C'est d'ailleurs le Pentagone qui avait demandé à ce que les vols soient mis en suspens pendant un certain moment. Et justement, l'avion ne pouvait pas décoller de la base militaire d'Abu Dhabi pour atterrir à Kaboul. Marion Pariset, est-ce que c'est quelque chose que l'exécutif
vous aurez pu voir en amont, justement, cette organisation de logistique pour amener toutes ces personnes dont parlait Vincent Hugeux, qui sont encore sur le territoire et qui devraient être protégées par la France? Alors, il y a eu des efforts déjà depuis, des débuts de réflexion qui étaient mis en place déjà depuis avril sur le rapatriement de personnel, notamment afghans, la facilitation pour un certain nombre de personnes pour pouvoir les accueillir en France. Mais à partir du moment où la chute de Kaboul était difficilement envisageable en un temps aussi court, c'était très difficile d'anticiper en plus l'ampleur des mouvements de foule que ça allait engendrer. Comme le dit M. Hugeux, c'est un phénomène qui est quand même assez exceptionnel. Dans plein de cas de crise, on n'a pas eu autant de mouvements de foule, d'images d'aéroports saturés. Les Américains avaient mis en place des vols comme ça pour rapatrier un certain nombre de personnes, mais dans le cas de tsunamis ou de catastrophes naturelles, mais rarement de catastrophes, de crises politiques et sécuritaires. Donc là, on est vraiment sur un phénomène dont je pense qu'il était difficile de mesurer l'ampleur ou d'anticiper l'ampleur dans ces dimensions-là, en tout cas. Pour parler davantage de la situation des Afghans qui essaient de venir en France, nous recevons désormais en visioconférence Maître Antoine Horry, avocat et membre du collectif d'avocats de l'Association des interprètes et auxiliaires afghans de l'armée française. Bonjour Maître Horry, merci d'être avec nous. Je ne vous entends pas, j'espère que je vais vous entendre. Qui sont les Afghans qui essaient d'arriver en France ? Alors, les personnes qui essaient d'arriver en France, c'est principalement des gens qui ont travaillé pour l'armée française, effectivement en tant qu'interprète, chauffeur, cuisinier, toutes les personnes en fait dont Emmanuel Macron a parlé pendant son allocution de lundi soir. Et ce sont des personnes qui devraient pouvoir, si on en croit les propos du président de la République, être protégées dans le cadre des rapatriements qui sont à l'œuvre. Seulement, la réalité qu'on observe depuis lundi, c'est qu'on a assez peu de nouvelles. On ne se rend pas véritablement compte du nombre de personnes que cela va concerner, alors que l'allocution du président de la République laissait entendre que ce serait global et massif. Là, on n'est pas certain du fait que ce soit aussi général que cela a été annoncé, et on se demande s'il ne va pas y avoir une sélection dossier par dossier, comme c'était le cas dans le passé. Donc on reste pour l'instant un peu dans le flou. Un contact a été établi par une de mes consoeurs avec le ministère des Armées, mais à cette exception, effectivement, nous sommes dans le flou, de même que le sont nos clients et leurs familles qui attendent chez eux, parce que ce sont les consignes qu'on leur a données, qui attendent cloîtrés chez eux. Ils ne sont pas allés à l'aéroport parce qu'on leur a dit de ne pas le faire parce que c'était trop dangereux. Et donc effectivement, là, ils attendent cloîtrés chez eux à espérer un appel du Quai d'Orsay ou du ministère des Armées. Combien d'Afghans sont dans ce dernier vol, Maître Horry ? Alors, ce dernier vol, on n'est pas certain du fait, d'ailleurs, je crois que ce sera le dernier, mais en tout cas, les personnes que mes confrères, consoeurs et moi défendons sont au nombre. Alors, il est difficile de l'arrêter définitivement, mais c'est un nombre qui a d'ailleurs beaucoup augmenté ces derniers jours. Mais là, pour l'instant, on est autour de 170 aux dernières nouvelles. C'est un nombre, je le rappelle, qui est en constante évolution parce que vous avez des personnes qui n'avaient aucune information des Afghans sur les possibilités d'être protégés par l'armée française et qui, depuis quelques jours, comprennent qu'ils pourraient effectivement faire l'objet d'une protection de la part de la France et qui donc se manifestent maintenant. Mais il faut savoir que la France a assuré, en tout cas le ministère des Armées, une publicité extrêmement restreinte pour les droits auxquels ces personnes avaient alors qu'ils ont travaillé pour l'armée française. La plupart des personnes avec qui vous êtes en contact, depuis combien de temps elles ont leur laissez-passer, donc ce certificat, comme quoi ils ont travaillé pour les forces étrangères ? Alors, le laissez-passer, ça, aucun d'entre eux n'en a un véritablement. En revanche, les contrats de travail qui établissent le fait qu'ils ont bien bossé et travaillé pour l'armée française, ça, beaucoup d'entre eux l'ont depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est tout l'objet du travail qui a été celui de l'association pour laquelle je travaille en tant qu'avocat. Mais ça a été tout notre travail de pousser finalement le ministère des Armées à protéger ces individus. Et on s'est heurté pendant de nombreuses années à une véritable obstination du ministère des Armées, et je tiens à le dire, à s'opposer au retour de ces personnes. Vous avez eu plusieurs processus de rapatriement qui ont été faits au cas par cas, au compte-gouttes, mais parmi
800 à 1000 personnes qui ont été employées par l'armée française. Il y en a 227 qui sont revenus par la voie diplomatique et une cinquantaine par la voie contentieuse. Pour le reste, effectivement, c'est la croix à la bannière avec leurs avocats pour espérer avoir des décisions favorables. Mais évidemment, le ministère des Armées s'est beaucoup réfugié derrière finalement des arguties juridiques pour pouvoir empêcher ces personnes de rentrer. Ça a été la position du ministère pendant de nombreuses années. Vous disiez qu'il faut montrer un contrat pour justement pouvoir être rapatrié, en tous les cas pour ces Afghans qui ont travaillé pour les forces étrangères. Est-ce qu'il y a une date limite à ces contrats pour rentrer sur le territoire? Est-ce qu'il faut avoir travaillé pour l'armée française dans on va dire, les dernières prochaines années? Alors, en fait, les contrats qui sont donnés ne sont pas, on va dire, subordonnés à, en tout cas, la protection qui est adossée à ces contrats n'est pas subordonnée à une durée de l'exécution, dans le cadre de l'exécution du contrat. En revanche, ce qui était, on va dire, exigé par les tribunaux administratifs devant lesquels on était obligé d'aller, puisque le ministère refusait systématiquement les demandes qui leur étaient formulées, c'était de prouver le fait que ces personnes-là étaient effectivement menacées. Donc, très concrètement, ils devaient apporter la preuve du fait que les talibans les menaçaient en raison de leur fonction pour l'armée française. Autant vous dire que c'était strictement impossible. Mais pour répondre à votre question, le simple fait d'avoir travaillé pour l'armée française vous ouvre un droit à ce qu'on appelle la protection fonctionnelle, qui est en fait une protection qui vient protéger les personnes qui ont travaillé pour l'armée française, et ces personnes y étaient éligibles. La seule question qui subsistait, et qui était l'objet de tous les débats devant les tribunaux ces dernières années, c'était de savoir s'ils étaient effectivement menacés. Et pour ça, on leur demandait d'établir un niveau de preuve qui est en pratique impossible à apporter, surtout dans un pays en guerre comme l'était l'Afghanistan. Maître Horry, restez avec nous. Oriane Zerra, ça vous choque qu'il faille en tous les cas montrer que vous soyez menacé pour rentrer en France? Est-ce que c'est possible de montrer qu'on est menacé forcément Est-ce qu'on n'est pas forcément menacé quand on a travaillé pour une force étrangère? Avec les étrangers, et surtout les forces étrangères, si on est forcément une cible, surtout avec les forces étrangères. Comment vos amis afghans peuvent faire pour montrer qu'ils sont menacés? Alors, je sais c'est tellement absurde en fait, parce qu'effectivement parfois, alors certains reçoivent des menaces, hein, des menaces sur leur téléphone, des appels, des lettres parfois, mais après prouver qu'on est menacé, enfin qu'on est en danger, enfin Vincent Lesjeux. Je dirais que selon des sources généralement fiables, certaines listes avaient été établies de personnalités qui étaient particulièrement visibles ou audibles dans ce qui tient lieu d'espace public à Kaboul, singulièrement. Et donc ces personnes-là sont explicitement menacées puisqu'elles figurent sur, en quelque sorte, des listes noires. Ensuite, c'est une question de profil. C'est-à-dire que selon le degré de rudesse avec laquelle les talibans vont instaurer leur ordre dans les semaines qui viennent, dès lors que la vague aura reflué, que les forces étrangères d'accompagnement des rapatriements auront disparu, eh bien, selon cette dureté, ce degré de férocité, vous avez des gens dont les profils suffiront à établir en quelque sorte la vulnérabilité. Imaginons que vous ayez milité pour la scolarisation des filles dans votre quartier. Imaginons que vous ayez créé une troupe de théâtre, une chorale avec des voix féminines, des choses aussi simples que cela. Si on revient, même s'il nous jure le contraire aujourd'hui, au régime qui avait été instauré donc, entre 1996 et 2001, toutes ces personnes-là sont objectivement menacées. Si, à l'inverse, les talibans comprennent qu'il est dans leur intérêt de lever un peu le pied, c'est ce qu'ils prétendent aujourd'hui, en disant on a beaucoup appris, on a mûri, etc., etc. Oui, la burqa, peut-être pas, c'est pas indispensable partout. Là, évidemment, les mêmes personnages, je ne dirais pas qu'elles se sentiront à l'aise, ces personnes, dans la société kaboulie de demain, mais on ne pourra pas dire qu'il y a un danger vital, simplement où dessiner la ligne. Ça, on ne peut pas le savoir aujourd'hui. Oui, justement, c'est le commissaire aux affaires européennes qui disait tout à l'heure que l'UE devait accueillir les Afghans faisant l'objet d'une menace immédiate. Maître Horry, si vous êtes encore avec nous, j'aimerais vous demander, les personnes qui sont menacées immédiatement, est-ce qu'elles sont à l'intérieur de l'aéroport selon vous? Est-ce qu'il y a certaines de ces personnes qui sont encore à l'extérieur de l'aéroport?
Alors moi, les personnes que je représente effectivement sont toutes en dehors de l'aéroport parce que, comme je vous l'expliquais, consigne leur a été donnée de ne pas s'approcher de l'aéroport tant qu'ils n'avaient pas de certitude qu'un visa les y attendrait. Puisque, comme vous le savez, la ville de Kaboul est quadrillée par les talibans, de même que l'aéroport est cerné par les talibans. Donc il serait beaucoup trop dangereux et aventureux pour eux de s'y rendre sans certitude sur l'issue qui va être donnée à leur demande de visa. Est-ce que ces personnes, je posais la question tout à l'heure à Vincent Hugeux, mais vous n'étiez pas encore là, Maître Horry, mais est-ce que ces personnes qui ont travaillé justement pour les forces étrangères sont facilement identifiables? Est-ce que certaines que vous représentez sont facilement identifiables à l'intérieur de Kaboul? Tout à fait. Et l'exemple qui a été donné tout à l'heure des listes constituées par les insurgés talibans, qui ne sont d'ailleurs plus insurgés aujourd'hui, puisqu'ils sont au pouvoir, ces listes, c'est une réalité, effectivement. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui recevaient des lettres de menaces de talibans et qui les obligeaient d'ailleurs à déménager très régulièrement, à changer d'endroit tous les 3, 4, 5, 6 mois, 1 an parfois, parce que les talibans les retrouvaient. Et ce qu'il faut bien comprendre, ça a été dit également, il me semble, dans votre émission un peu plus tôt, c'est que le danger vient des talibans, évidemment, mais le danger vient aussi de la population locale, parce que la population locale réprouve très durement le fait que vous ayez collaboré avec l'armée française ou des armées étrangères de manière plus générale. Donc, sans être un taliban, vous pouvez tout à fait exercer une forme de contrôle social sur ce que d'autres personnes de vos compatriotes, d'autres de vos compatriotes ont fait dans le passé, et pourquoi pas en parler à des talibans. Et donc les talibans, si vous voulez, il est facile pour eux d'être informés, renseignés sur qui a travaillé pour l'armée française. Et le simple fait que mes clients aient reçu des menaces, que ce soit par écrit, par téléphone, ou des agressions physiques beaucoup plus claires, témoignent du fait que les talibans sont très bien renseignés sur qui a pu travailler pour les forces étrangères ou non. Est-ce que vous avez des témoignages d'exactions qui ont eu lieu ces derniers jours? Bien sûr, alors j'ai un individu qui m'a appelé tout à l'heure, pour tout vous dire, dont le père a été tué il y a quelques jours. Son père avait travaillé pour l'armée française. Là, je suis en train d'essayer de finaliser son dossier pour l'envoyer à la cellule de crise du Quai d'Orsay pour qu'ils bénéficient de cette protection dont je vous parlais tout à l'heure, à laquelle ils auraient eu droit si son père, si leur père, ces personnes-là étaient encore en vie. Seulement leur père est mort, mais techniquement, ils devraient pouvoir en bénéficier. Il y a un autre exemple qui a été beaucoup mis en avant, c'est celui d'un ancien cuisinier qui s'appelle Abdul Bazir. Donc c'est aussi pour vous dire le fait qu'il était cuisinier, que les interprètes ne sont pas les seuls menacés, hein, les personnes qui ont des rôles peut-être plus discrets le sont également. Et bien cette personne, Abdul Bazir, a été exécuté le 22 juin dernier. Il était défendu par un de mes confrères. Après, je le précise, l'annonce d'amnistie qui avait été faite par les talibans. Donc ça fait le lien, je crois, avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Les annonces d'amnistie des talibans, c'est évidemment quelque chose ce sont des mots qui, à mon sens et à mes yeux, ne valent rien, puisque je crois le 7 juin, un représentant taliban avait fait une annonce générale d'amnistie, puis le 22 juin, cet individu a été tué. Et dans les jours qui suivaient, vous aviez un ancien auxiliaire canadien et un ancien auxiliaire américain qui étaient tués par les talibans. Donc évidemment, de tels actes sont à prévoir pour la suite. Vincent Hugeux, quand Maître Horry parle justement de la population afghane qui n'accepte pas le fait que vous ayez travaillé pour des forces étrangères, est-ce que ça veut dire forcément que ces personnes soutiennent les talibans ? C'est un phénomène que j'ai également vu à l'œuvre dans d'autres conflits où le fait, en quelque sorte, de collaborer avec les forces étrangères était considéré comme intolérable, au sens où c'était perçu dans les milieux les plus traditionnels. Et souvenons-nous que l'élite éclairée de Kaboul n'est pas tout l'Afghanistan, loin s'en faut. Que l'Afghanistan d'aujourd'hui reste profondément marqué par des données ethniques, claniques, une vision extrêmement patriarcale de la famille. Et donc oui, c'était considéré comme une forme de trahison, puisqu'en fait, on allait épauler les forces d'occupation, et de plus, forces d'occupation infidèles, qui étaient suspectées de pervertir la jeunesse afghane, d'importer et d'imposer des normes morales et sociales incompatibles avec les valeurs traditionnelles. Donc bien sûr, ce qui a été dépeint à l'instant par Maître Horry est tout à fait exact. Et justement, pour revenir sur les déclarations de Jean-Yves Le Drian concernant cette formation peut-être d'un gouvernement inclusif avec l'ancien président Hamid Karzai, est-ce que ça vous paraît réaliste ou complètement fantaisiste ?
très franchement, d'abord, le concept même de gouvernement inclusif dont on nous rebat les oreilles en Afrique, au Moyen-Orient, etc., ça fait partie de ces mots valises qui ne veulent pas dire grand-chose. Si un gouvernement afghan demain était véritablement inclusif, toutes les tendances y seraient représentées. Je parle des tendances communautaires, c'est-à-dire qu'on aurait des Hazaras chiites. Or, les chiites sont les ennemis des radicaux sunnites que sont les talibans. Ça veut dire qu'on aurait effectivement une avocate, par exemple, pourquoi pas, un acteur, etc. Donc, non, c'est une fiction. Simplement, ce qui est intéressant, c'est que le principe de réalité, comme toujours, est en train de l'emporter. Je donne juste un exemple, une anecdote, mais qui est très significatif politiquement. Aujourd'hui même, un des animateurs de ce qu'on appelle le clan Haqqani, qui est un des clans les plus rigoristes, qui n'a pas hésité, par exemple, à recourir aux attentats suicides, qui professe une charia XXL, a rencontré l'ancien président Hamid Karzai à Kaboul. Hamid Karzai qui était dépeint par les talibans comme une marionnette américaine. Ce n'était pas d'ailleurs totalement inexact. Mais également Abdullah, qui a été ministre des Affaires étrangères, qui était le rival de Ashraf Rani, ce président qui a fui, et dont on dit aujourd'hui qu'il pourrait revenir aussi. Qui est aux Émirats Arabes Unis et qui pense à peut-être revenir. Les grandes manœuvres ont commencé, mais imaginez qu'il y ait un gouvernement qui soit représentatif de toutes les dimensions de cette effroyable complexité afghane. Je pense que c'est une vue de l'esprit, c'est une fiction. Marion Pariset. Ça montre bien toute la difficulté et les obstacles auxquels se confrontent les politiques de state building, de construction de l'État, qu'ont essayé de mener les États-Unis, autant en Irak qu'en Afghanistan. C'est là où on touche les limites. On se dit aujourd'hui, on ne sait pas rebâtir après une intervention militaire de manière efficace et durable. Mais justement, Joe Biden qui essaie de mettre loin de lui cette idée de nation building, qui a beaucoup été mise en place dans les dernières années par les dernières administrations. Et là, il rejette justement la faute sur les forces afghanes. On vous a donné tout ce que vous aviez entre les mains pour pouvoir faire en sorte que votre gouvernement se mette en place. On ne peut pas construire une nation à l'encontre contre son peuple sans volonté politique locale, malheureusement, ou sans avoir une organisation suffisante pour porter cette volonté politique. Alors Joe Biden, il remet en cause ces actions qui ont été menées, mais malheureusement, je pense que les graines étaient semées depuis le début des années 2000. Merci beaucoup, Maître Horry. Merci d'avoir été avec nous. Oriane Zera, merci beaucoup d'avoir témoigné sur notre plateau et d'avoir pris le temps de nous raconter votre parcours. Merci à nos invités, Vincent Hugeux, Marion Pariset. Vous restez avec nous. On passe désormais au deuxième thème de notre soirée, ces incendies meurtriers dans le Var. Le feu n'est toujours pas maîtrisé. 1200 pompiers entament leur 4e jour de lutte. Plusieurs foyers sont encore actifs. Henri Dreyfus. Avec nous en plateau, toujours Marion Pariset, secrétaire générale du think tank Le Millénaire, Éric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers qu'on vient de voir à l'instant dans ce reportage. Et à distance, le colonel Lambert, commandant des opérations de secours dans le Var. Colonel Lambert, vous êtes avec nous. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions et surtout aux questions des téléspectateurs. Nous imaginons à quel point vous devez être submergé ce soir avec vos équipes. Où en est la situation à l'heure actuelle ? Donc, pour cette 3e nuit, le feu a parcouru environ 7100 hectares, mobilisant effectivement plus de 1200 sapeurs-pompiers. Nous espérons effectivement que le vent, qui, comme vous l'avez signalé dans votre reportage, vient du sud-est, baisse en intensité, de manière à ce que nos équipes puissent accéder aux points les plus défavorables. Aujourd'hui, avec ce changement de vent, nous avons dû effectivement ajuster notre stratégie. Nous avons été appuyés de manière très conséquente par les moyens aériens nationaux qui nous ont permis effectivement d'atteindre des objectifs qui pour les troupes au sol étaient inaccessibles. C'est donc véritablement un combat dans lequel nous sommes tous impliqués. Quand je dis tous, c'est aussi bien les sapeurs-pompiers du Var, mais bien au-delà, l'ensemble des sapeurs-pompiers de France qui ont été mobilisés préventivement par les services de la sécurité civile et de son ministère de tutelle, le ministère de l'Intérieur. Nonobstant ces forces vives-là, nous avons aussi les forces de police, de gendarmerie qui sont mobilisées pour neutraliser les voies de circulation, l'ensemble des collectivités locales qui, notamment grâce à leur culture du risque, grâce à leur culture du feu de forêt,
grâce aussi au fait qu'ils disposent de plans communaux de sauvegarde, ont pu accueillir l'ensemble des habitants, des résidents, des touristes qui ont dû être évacués. Une deuxième... Pour cette nuit, donc... Oui, allez, je voulais vous demander une question, une petite précision. Une deuxième personne est décédée à la suite de ces incendies meurtriers. On l'a appris cet après-midi. Est-ce qu'elle a été identifiée, cette personne ? Absolument pas. Les services de gendarmerie procèdent à l'enquête d'usage et nous ne disposons en l'espèce d'aucune information sur ce dramatique événement. Combien de personnes ont été évacuées pour l'instant depuis le début, depuis les départs de feu? Alors, la grande majorité des évacuations ont été procédées dans les toutes premières heures de la lutte contre le sinistre. Elles sont évaluées à 7500 personnes environ qui ont été évacuées très rapidement. C'est essentiellement, en effet, des gens provenant des campings, ces mêmes structures de loisirs qui, elles aussi, et à l'instar des collectivités, ont une habitude du risque de forêt et procèdent de manière assez méthodique à leur évacuation. Elles ont été recueillies dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, comme je vous l'indiquais précédemment, dans les structures communales et intercommunales, de manière à ce qu'elles puissent réintégrer au fil des... été rouvert. Est-ce que vous attendez à ce que d'autres sites soient ouverts dès demain? Bien évidemment, tout le monde souhaite que nous revenions assez rapidement à une situation dite standard. Cette situation standard, elle est liée à l'évolution du sinistre, aux données climatiques aussi, et dès que possible, dès lors que nous estimerons prudent que les différents touristes réintègrent les campings, nous procéderons au niveau des sapeurs-pompiers du commandement des opérations de secours à cette proposition. Donc, bien évidemment, dans les heures ou les jours prochains, on espère très humblement, mais ce sera un signe positif d'évolution favorable du sinistre, que l'ensemble des touristes puissent réintégrer les structures pour lesquelles ils sont venus en villégiature dans notre département. Est-ce qu'il y a des personnes encore en danger ce soir? Vous avez parlé de beaucoup de vent qui pourraient raviver certaines flammes et certains foyers. Est-ce que vous avez identifié ces points chauds et est-ce que ces personnes-là, autour de ces points chauds, ont été évacuées? À l'instant où je m'exprime, nous n'avons pas de territoire, de secteur, d'habitation directement menacés par les flammes qui nécessiteraient de nouvelles évacuations. Bien évidemment, ce que je vous exprime maintenant n'est valable qu'au moment où je le dis. Et est-ce qu'il y a eu, on a vu sur nos images qu'il y avait plusieurs habitations qui ont été détruites par les flammes. Est-ce que vous savez à peu près combien d'habitations ont été détruites? Alors, le recensement des bâtiments d'habitation individuels, voire collectifs détruits, est extrêmement délicat, puisque les bâtiments d'habitation ont généralement été léchés par les flammes et partiellement atteints. Le décompte que nous avons actuellement se situe autour d'une trentaine de maisons qui ont été partiellement ou totalement détruites par le passage du feu dans des zones effectivement... voilà. Est-ce que vous craignez des reprises ce soir ? Dans la nuit, nous aurons des reprises sur un feu qui a parcouru une surface, qui a brûlé une surface de plus de 7100 hectares, comme je vous l'ai indiqué en début d'interview. Mais la surface concernée par ce feu est de plus de 10 000 hectares. Par conséquent, évidemment, c'est la troisième nuit ce soir de lutte. Nous allons observer des reprises que nous souhaitons tous le moins nombreux possible, mais nous allons devoir faire face, l'ensemble des 1200 sapeurs-pompiers mobilisés cette nuit vont devoir faire face à de nouvelles reprises dans certains secteurs, oui. Et est-ce qu'on en sait plus sur l'enquête, sur ce qui a causé ce départ de feu ? L'enquête de gendarmerie est en cours, elle devrait déterminer les raisons pour lesquelles ce sinistre a débuté et nous disposons en l'espèce d'aucune information spécifique. Merci beaucoup, colonel Lambert, d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup de courage ainsi qu'à vos équipes. Éric Bocardi, comment commencent ces départs de feu en général ? Ces départs de feu se font de différentes manières. Malheureusement,
pour la plupart, ce sont on va dire des actes de négligence dus à la main de l'homme, la main de l'homme qui aujourd'hui ne prend pas conscience qu'à chaque chose qu'ils peuvent faire au quotidien, chaque action aussi bien banale comme tout simplement faire du bricolage avec un accessoire thermique qui va provoquer des étincelles à proximité de la maison, il ne va pas se rendre compte qu'à côté de lui c'est sec, que forcément à un moment donné ça peut s'enflammer. Et à côté de ça, vous avez aussi les actes, on va dire, de négligence et d'incivilité totale plutôt. Volontaire. Volontaire, on ne dirait pas de ça, mais c'est plus de l'incivilité, c'est-à-dire mon mégot, je le jette par la fenêtre, comme ça a probablement pu se produire dans ce cas de situation bien précis. Donc clairement, aujourd'hui, on est sur deux phases vraiment où l'action de l'homme dépend réellement aujourd'hui de la sécurité, de la protection de l'environnement et des populations, bien entendu. Mais justement, comment le réchauffement climatique influence-t-il ces incendies ? Aujourd'hui, les sapeurs-pompiers sont en première ligne sur ce dérèglement climatique. On les surnommerait aujourd'hui les soldats du climat, tellement aujourd'hui ils sont confrontés aux inondations, aux feux de forêt et à toute autre catastrophe naturelle. Donc clairement aujourd'hui, face à cela, le dérèglement climatique a un enjeu puissant et imposant sur la nature, sur l'environnement des sapeurs-pompiers. Pourquoi ? Parce que ce niveau de réchauffement que l'on connaît aujourd'hui dans le bassin méditerranéen, c'est très clair, c'est ce qui a poussé aujourd'hui à ce que la zone, aussi bien de l'Aude jusque dans les Alpes-Maritimes, soit sur une poussée de forte température, ce qui permet aujourd'hui aux végétaux de dégager un certain gaz très chaud, ce qui permet derrière une sécheresse, on va dire, conséquente au niveau des sols et au niveau de la végétation. Donc il s'agit simplement aujourd'hui de provoquer une étincelle pour qu'il y ait un embrasement généralisé sur la totalité des superficies. Et là, aujourd'hui, on vient de le constater malheureusement, que ce feu dure et perdure dans le temps, malheureusement. On a vu des images vraiment effroyables ces derniers jours sur notre antenne, que ce soit en France, mais ce soit également en Grèce, en Algérie, avec des feux et des flammes de plusieurs mètres. Marion Parizet, est-ce qu'on va avoir une plus grande fréquence, selon vous, d'incendies dans le monde ? C'est vrai que le dérèglement climatique, c'est souvent appelé dérèglement parce que justement, sa principale caractéristique, c'est l'augmentation des phénomènes particulièrement exceptionnels. On l'a vu aussi très récemment avec les inondations. On parle simplement d'un mois à l'autre, on passe des inondations aux incendies. On a la question des sécheresses, on a la question aussi du hausse du niveau de la mer et globalement des épisodes de pollution qui peuvent être liés aussi au dérèglement climatique. C'est donc un phénomène global. Le GIEC a sorti un rapport il y a 8 jours, autour du 9 août, qui mettait à nouveau l'alarme sur ces questions-là, en pointant bien du doigt la responsabilité notamment des énergies fossiles dans le dérèglement climatique, ce qui va poser... Des particules qui se déposeraient sur les végétaux.